Bonjour, et j'interviens au moment où effectivement idéal, là, où on m'a préparé tout le terrain. Et il n'y a que des hygiénistes quand même pour se passionner, à passer l'après-midi sur des lunettes de WC. Il n'y a pas de souci, il n'y a que nous, quoi. Mais tant mieux. Et puis, je dirais, aux choses augustes par des voies étroites et des voies difficiles, on y est. Et puis, j'ai l'impression qu'on revit, je suis un peu ancien maintenant, mais une notion très ancienne qui s'appelait le péril fécal et les maladies transmises évidemment par l'intermédiaire de nos excrétas. Et donc, la gestion des excrétas, ça devient et ça reste toujours une grande problématique. Concernant le nettoyage, je vais aller assez vite et je m'en excuse auprès de vous, mais vous aurez tout le temps des questions après. Vous savez bien que les effluents hospitaliers sont caractérisés principalement parce qu'on met à l'intérieur et essentiellement donc des produits de nettoyage, des produits de désinfection, des détergents désinfectants, c'est la majorité de ce que contiennent nos effluents. Ces effluents et ces produits en particulier n'ont pas le caractère biodégradable qu'on aimerait qu'ils aient, parce que la réglementation est assez facile pour ce qui est des produits, en tout cas, qui sont officiellement biodégradables, que sont les détergents. Ils ne le sont qu'à 60% ou plus, puisque c'est la limite que l'Europe a fixée pour pouvoir vendre un produit. Il faut qu'il soit biodégradable à 60% en 6 mois et en présence d'oxygène, c'est-à-dire par le système d'assainissement public. Bien sûr, la plupart des désinfectants ne sont pas biodégradables, parce que pour la plupart d'entre eux, ils vont détruire les bactéries qui sont censées les désinfecter, enfin les dégrader. Alors, l'état actuel, ou du moins il y a déjà quelques années, mais ce n'est pas très vieux, l'étude de 2016 montrait que la majorité des établissements utilisent toujours 75% des détergents désinfectants pour le nettoyage des sols, ce qui n'est demandé dans aucune des recommandations officielles dans aucun pays, à commencer par l'OMS. Donc, voilà, c'est un exemple de surutilisation de produits. De ce fait, les effluents hospitaliers se caractérisent par une capacité épuratoire très faible parce qu'il y a très peu de bactéries, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans un effluent hospitalier, beaucoup moins en tout cas que dans un effluent d'origine domestique ou urbaine, parce que nous avons des désinfectants et des antibiotiques dans nos effluents, donc qui empêchent les bactéries d'être présentes. Alors on pourrait prendre ça comme un bien, mais c'est plutôt un mal parce qu'on a besoin de ces bactéries pour épurer. Le système de traitement des effluents en France, il est fondé sur un mécanisme biologique, et pas du tout un mécanisme chimique comme dans d'autres régions, d'autres pays du monde. Donc nous avons besoin des bactéries et nous consommons d'ailleurs de grandes quantités d'eau à cette occasion par lit beaucoup plus qu'en domestique. Ces désinfectants ont plusieurs impacts sur l'environnement, à commencer par l'écotoxicité qui est marquée sur les flacons, donc on ne découvre rien, mais aussi la génotoxicité pour certains d'entre eux, en particulier pour ceux dérivés du chlore. Les produits de dérivés du chlore, et évidemment ceux qu'on utilise de moins en moins heureusement, qui sont les aldéhydes, ont des propriétés particulièrement génotoxiques, donc potentiellement CMR, carcinogènes, mutagènes et reprotoxiques. Ce qu'on a découvert dans les années 2000, ça a été l'induction de co-résistance. Vous voyez, je fais le lien avec la résistance aux antibiotiques. Il n'y a pas que des antibiotiques qui induisent la résistance aux antibiotiques. Il y a tout ce qui peut s'attaquer à la biologie des micro-organismes et des bactéries en particulier, parce que les bactéries répondent de la même façon, quelle que soit la façon dont elles sont attaquées. Et cette façon de répondre leur confère des résistances croisées entre les désinfectants et les antibiotiques, sous réserve, bien sûr, qu'ils puissent survivre au passage des désinfectants. Ça veut dire lorsque le désinfectant est en quantité insuffisante ou en concentration insuffisante pour les détruire. J'y reviendrai. Et enfin, des mécanismes plus récents qui ont été mis en évidence pour certaines molécules, un effet perturbateur endocrinien, mais pas seulement pour certaines molécules, vous allez voir, c'est le mécanisme en fait, le mécanisme d'action, je dirais, des désinfectants qui est en rapport et qui peut induire des perturbations endocriniennes chez le nourrisson. Alors ça, c'est pour la notion de résistance et d'apparition de résistance croisée entre les désinfectants et les antibiotiques. Pour certaines classes de désinfectants, je n'ai pas le temps de développer ici. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que la diminution de la concentration au fur et à mesure du parcours de ce produit désinfectant dans d'abord l'établissement, puis dans le milieu naturel, en passant par les fluents, diminue bien sûr sa concentration et augmente donc la capacité des bactéries à pouvoir résister lorsqu'on est en dessous du seuil d'efficacité. Puis bien sûr, je passerai quelques mots quand même sur le risque d'exposition professionnelle directe aux biocides que l'on observe chez nos professionnels. Tous les biocides sont potentiellement irritants et donc peuvent provoquer et participent à l'apparition des asthmes professionnels qui sont spécifiques vraiment de l'activité de nettoyage hospitalier. L'asthme professionnel, c'est vraiment une maladie spécifique. De même que la dermatose, qui elle est plutôt liée aussi à l'insuffisance ou à la mauvaise
qualité des gants qui sont portés. Donc, comprenez que la protection des mains est absolument essentielle quand on fait ce travail. Je dirais même que c'est la principale indication de port de gants, ce n'est pas les soins, c'est bien le ménage. Maintenant, je vais vous parler de perturbateurs endocriniens et j'y arrive sur cette diapositive qui vous montre que les enfants qui sont élevés, alors c'est dans un milieu domestique, bien sûr, parce que lorsqu'ils sont élevés dans leur vie quotidienne pendant les 3 premières années de vie, dans des domiciles où il y a beaucoup d'utilisation de désinfectants pour faire le nettoyage, eh bien, on observe un taux d'obésité beaucoup plus important chez ces enfants. Comme vous voyez, que par rapport à ceux qui sont élevés dans des conditions où il n'y a pas de désinfectant dans l'environnement. Alors, ce n'est pas le désinfectant directement qui est en cause. Le mécanisme passe en fait par la modification du microbiote intestinal de ces enfants, c'est-à-dire en fait de la microbiologie environnementale du milieu de vie, qui modifie donc leur microbiote intestinal. Ce microbiote devient à ce moment-là un microbiote d'obèse. Et voilà, c'est assez bien démontré par cette étude importante qui mériterait d'être mieux connue par tout le monde. Alors, quelques plaques de théorie avant d'en arriver au corps de ce que je vais vous dire, que vous devez déjà connaître de ma part, parce que je les présente très souvent. Ça, c'est une courbe qui met en évidence l'intérêt, le faible intérêt qu'il y a à désinfecter un environnement lorsqu'il n'est pas couvert, lorsqu'il n'est pas protégé, lorsqu'il n'est pas mis dans une situation où il ne se recontamine pas. Donc, c'est un sol. Vous avez la courbe en plein représente la diminution du taux de bactéries lorsqu'on fait un nettoyage avec un détergent sans microfibres. Je précise parce que ça date des années 60, cette courbe. Et on voit qu'on a une forte diminution, bien sûr, de la composante bactérienne présente sur le sol. On enlève les bactéries lorsqu'on nettoie le sol, mais 1 heure et 2 heures après, vous voyez que la recontamination s'effectue, à la fois parce qu'on ne couvre pas, puis parce que les bactéries résistantes, enfin celles qui ont encore sur le sol, parce qu'il n'y a pas de désinfectant, repoussent, se multiplient, prolifèrent. Eh bien, en pointillé, vous avez la même courbe, mais cette fois avec un détergent désinfectant qui montre une efficacité immédiate beaucoup plus importante. Et tous les désinfectants sont efficaces pour tuer les bactéries. Voilà ce que montre ce début de cette courbe. Et en général, on vous les vend au moment de cette courbe, les désinfectants, en vous présentant l'efficacité sur les bactéries. C'est pas très compliqué. Mais par contre, on ne vous dit pas qu'une heure ou 2 heures après, vous aurez retrouvé surtout 2 heures après, le même niveau de contamination que si vous n'aviez pas utilisé désinfectant. Donc, rappelez-vous que la désinfection est une opération résultat totalement momentanée et que si vous avez besoin d'une surface désinfectée pour un usage immédiat, ben, vous pouvez la désinfecter, mais pour le lendemain, pour le surlendemain, ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà. Le deuxième élément très important à comprendre pour connaître la théorie du nettoyage, c'est ce que nous a décrit Herbert Sinner en 1959, quand il a voulu expliquer aux ménagères pourquoi il valait mieux utiliser une machine à laver électrique à tambour plutôt qu'une lessiveuse à la main, puisque dans une lessiveuse, on utilisait une grande quantité de temps, vous voyez, avec une grande température, parce qu'on faisait bouillir l'eau, une quantité de chimie qui était déterminée, qui était donc le produit chimique, et une action mécanique extrêmement faible, qui consistait à touiller un petit peu le linge au milieu de la lessiveuse. Et l'avantage de la machine à laver à tambour, c'est qu'elle permet de touiller beaucoup plus le linge, parce qu'à chaque tour de tambour, le linge est soulevé de ses 50 cm, puis il tombe d'une hauteur de 50 cm au fond du tambour, ce qui veut dire qu'il est brassé, que les fibres sont chaque fois comme battues, si vous voulez, c'est comme un battage de linge à chacun des tours de tunnel. Plutôt pas du tunnel, mais du tambour. Et donc, vous pouvez diminuer ainsi pour la même activité, la même action, en augmentant la part mécanique, diminuer la température, on n'a plus besoin de faire bouillir le linge, beaucoup moins, et diminuer le temps également. Alors évidemment, il n'a pas diminué la chimie, Herbert Sinner, parce qu'il faut savoir que c'était un ingénieur chimiste qui travaillait chez Henkel et qui vendait de la chimie. Donc, il n'allait pas diminuer la part, évidemment, de chimie qu'il allait vendre aux ménagères. Mais on utilise toujours ce cercle de Sinner pour toutes les théorie du nettoyage, que ce soit le nettoyage du linge, de la vaisselle, du sol, de vos dents, le brossage de vos dents, ou le nettoyage en industriel d'une porte de voiture ou d'une aile d'avion avant de la peindre, on utilise la même théorie qui utilise ces 4 seuls modes de nettoyage, 4 seuls composants, l'action mécanique, chimique, thermique et la durée. Et c'est à vous, à nous, de déterminer ce que l'on veut privilégier dans ces 4 composants. Et si on s'intéresse à l'environnement, il est certain que la chimie ne sera pas la composante privilégiée. Si vous diminuez la température de lavage du linge à 40 degrés, vous êtes obligé d'augmenter la chimie pour avoir le même effet dans un temps comparable. Bien sûr. L'autre élément qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que les bactéries, et ça, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, sur la complexité à se débarrasser des bactéries lorsqu'elles sont installées dans un milieu, parce qu'elles sont dans un biofilm. Et que les bactéries qu'on vous présente en général en photographie, qu'on vous apprend ou qu'on vous répond en laboratoire, ce sont des bactéries qui sont élevées comme dans un zoo, le sont les animaux, si vous voulez, hein, en cage, avec une espèce d'animal, un lion dans une cage, qui n'est pas très difficile à tuer avec un fusil, on aura du mal à le rater, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Dans la vie, les lions
voilà, sont dans la nature, et quand on les chasse, ils ont autant de chances de vous manger que vous de les attraper. Mais c'est un peu pareil pour les bactéries. Enchâssées dans leur milieu naturel, elles sont d'abord jamais uniques, elles sont toujours en espèces nombreuses, multiples, associées avec des liens entre elles. Pourtant, et surtout cachées dans un biofilm qu'elles ont sécrété, qui est leur propre maison. Hein. C'est donc la vraie vie, c'est le biofilm. Voilà un biofilm que vous avez ici, la bactérie et la matrice. Un biofilm, c'est une sécrétion de matrice par les bactéries, auquel vous rajoutez tous les ajouts, bien sûr, qui viennent, toute la saleté, la crasse qui vient s'ajouter. Le biofilm, c'est la crasse, hein, qui vient s'ajouter du fait de l'emploi des locaux ou des surfaces. Et vous obtenez, donc, ou du tartre, quand on est en milieu liquide avec de l'eau calcaire, eh bien, vous obtenez rapidement donc une matière qui est impénétrable au liquide, qui est impénétrable aux désinfectants, aux antibiotiques, aux antiseptiques. Un biofilm n'est pas pénétrable. Il faut pouvoir le détruire, le casser, le désorganiser avant d'accéder enfin aux bactéries qui sont dedans et qui vivent à l'intérieur, qui ont un métabolisme très lent, qui piègent l'eau, voilà, et qui surtout discutent entre elles et s'échangent des données, et s'échangent en particulier des gènes de résistance. C'est pour ça que la clonalité d'une BHR est difficile à définir, parce qu'en réalité, c'est le gène qui s'échange et non pas la bactérie qui croît. C'est-à-dire qu'un Klebsiella peut s'échanger avec une entérobactère ou avec un Serratia ou avec un coli. Le gène de résistance qui va bien, qui lui permet de survivre, c'est une information qu'ils s'échangent pour leurs propres intérêts mutuels. Donc il y a réellement un quorum sensing et d'autres éléments où, si vous approfondissez le biofilm, vous trouverez tout cela. Ce biofilm donne une protection passive, métabolique et active, donc aux bactéries qui sont à l'intérieur. Et ceci explique, là encore, je reviens à ce qui vient d'être dit, la capacité de résistance particulièrement variable que l'on voit dans la littérature aux bactéries en milieu sec, lorsqu'on les extrait bien sûr du milieu de laboratoire et qu'on les met en milieu sec. Et bien si elles sont dans un biofilm, elles peuvent rester viables et réactivables pendant des mois entiers, alors que vous voyez, vous avez certaines bactéries, le colibacille, le Escherichia coli, qui sont publiés en durée de survie de 1h30 à 16 mois. Et pour revenir au Klebsiella, ça va de 2 heures à plus de 30 mois de capacité de persistance du moment qu'elles sont dans un biofilm. Donc là, la notion de survie d'une bactérie à l'extérieur n'a pas de sens si on ne comprend pas qu'elles peuvent rester hébergées dans des biofilms multi-espèces et s'échanger par cette même occasion les gènes de résistance. Donc il faut mieux chercher les gènes que les bactéries quand on cherche des résistances. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la notion de gène. D'où le fait que donc on peut parler dans l'environnement de deux populations finalement en interaction, quand on en parle sur la peau. On peut parler d'une flore transitoire d'origine humaine et environnementale qui s'échange avec une grande diversité phylogénétique, puisqu'elle dépend finalement phylogénique, puisqu'elle dépend finalement de ce qui est apporté en superficie sur les surfaces, les souillures retirées par action mécanique. Voilà la flore transitoire. Et puis une flore résidente qui est installée profondément au fond des biofilms, et qui est les biofilms secs et qui est en interaction. Quand je dis sec, ça intègre également la crasse des WC. Bien sûr. Alors, les pressions d'environnement, les pressions de sélection sur l'environnement, je ne reviens pas, mais tenez bien compte de la présence de désinfectants, qui est un facteur favorisant l'apparition de résistance, y compris aux antibiotiques, même si ça ne se passe pas dans l'hôpital, parce que les désinfectants sont utilisés à des doses bien supérieures à leur capacité de survie, à sa pauvre bactérie. Donc, ce n'est pas dans l'hôpital qu'on verrait apparaître des résistances bactériennes aux antibiotiques à cause des désinfectants, mais c'est par contre dans le milieu, et ça nous revient par l'alimentation. Ça, c'est très intéressant, qui démontre ce que je suis en train de vous dire, y compris la capacité de survie des biofilms à des nettoyages très profonds et très intenses qui ont été réalisés en réanimation après des épidémies justement de BHRE. Et on a cherché d'où pouvaient provenir les réservoirs et on les a trouvés finalement dans l'environnement, y compris l'environnement sec au sein des biofilms. Et malgré le nettoyage à la javel très, très poussé, très prononcé dans ces exemples-là que je vous montre. Je n'ai pas le temps de vous les détailler. Mais vous lirez les plaques et vous comprendrez le message. Également, le fait qu'il y a quand même une différence de la répartition des bactéries qui sont présentes à proximité des surfaces proches du malade. C'est celui qui sort avec sa peau, hein, parce que je n'ai pas le temps de vous parler de la poussière, mais enfin, sa peau, ses cheveux, ses poils, tout ce qu'on émet dans notre environnement se retrouve dans un environnement proche. Et les bactéries qui arrivent donc à s'installer dans cet environnement sont les bactéries d'origine humaine que peuvent s'échanger des malades. Par contre, sur les sols, on a une très grande diversité qui est liée à tout l'apport que l'on fait par nos chaussures ou par les dépôts naturels. Donc, quelques questions, mais la plupart ont été déjà répondues. Est-ce que la présence d'un patient porteur ou infecté induit un risque de transmission au patient suivant? Oui, au moins 2 fois plus. Ça, c'est une
une méta-analyse qu'il avait bien démontré. Est-ce que le risque de transmission depuis un patient précédent est plus important dans certains secteurs de soins que dans d'autres? Oui, la réanimation pour certains germes comme le pyocyanite ou la cyanidobactère, mais ces études ont un des gros défauts, c'est qu'aucune ne préjuge ou ne donne de théorie sur les réservoirs et les mécanismes de cette transmission. Ce n'est pas forcément que la surface, il faut de toute façon un mécanisme qui arrive à infecter le patient ou à le coloniser, donc il faut arriver à pénétrer une voie de pénétration, mais il faut aussi peut-être des réservoirs, et des réservoirs hydriques ont leur importance, et personnellement je partage l'idée effectivement que les réservoirs hydriques comme les siphons et les siphons de sol ont été dans notre expérience des réservoirs de BHRE et d'épidémies de BHRE qu'il a fallu traiter pour pouvoir conjurer ces épidémies. Et donc le mécanisme de transmission de ces bactéries de l'environnement n'est pas bien élucidé, il faudra bien le travailler. Est-ce que c'est le personnel qui le véhicule via ses mains, donc on peut parler de transmission croisée vers l'environnement? Est-ce que c'est le patient lui-même qui se colonise? Alors quand il est en réanimation, il aura du mal à aller chercher la colonie qui est dans le siphon du lave-main. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de mécanismes de toute façon de transmission qu'il faut bien étudier. Autre chose, est-ce qu'une désinfection routinière, comme c'est encore souvent pratiqué dans les établissements un jour sur deux, tous les jours, une semaine sur 4, etc., permet de diminuer le taux d'infection global de l'établissement? En routine, si vous voulez, eh bien non. Là, il y a encore une méta-analyse qui a prouvé que ce n'est pas une désinfection régulière qui permet de diminuer le taux d'infection. Il faut cibler les événements, cibler les germes, cibler les situations. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de recommandation officielle qui recommande de désinfecter les sols régulièrement. Est-ce que les surfaces jouent un rôle dans la propagation de certaines épidémies? Oui, certainement, les surfaces jouent un rôle dans la propagation de certaines épidémies. Vous avez là les grandes épidémies connues, les grands germes connus pour être transmissibles via les surfaces, en particulier les sporulés, comme le Clostridium, mais certains virus, et pourquoi pas le virus, effectivement, heureusement qu'on en a parlé, parce qu'on en reparlera, je pense, de transmission environnementale de ce virus, surtout lorsqu'il y a une densité virale très importante. Voilà. Juste un mot, ne pas oublier les textiles de nettoyage qui peuvent être en cause dans la transmission de ces épidémies. Je pense en particulier au Clostridium, où ça a été bien démontré, bien sûr, et aux transmissions maniportées via l'environnement. Alors, le nettoyage maintenant, je vais aller encore plus vite pour vous dire que la théorie du nettoyage qui passe par la chimie, la mécanique, le temps et la température, chacune de ces caractéristiques, on peut travailler dessus et on peut travailler sur en particulier la chimie pour dire que si on utilise de la chimie, c'est parce que l'eau n'est pas mouillable, l'eau ne mouille pas toute seule, hein. L'eau se forme des gouttes, elle roule, elle glisse, mais elle ne s'étale pas sur les surfaces si on n'a pas un produit chimique pour lui permettre de s'étaler, qui s'appelle un tensioactif, qui s'appelle un savon donc, ou une lessive. Ces tensioactifs ont des propriétés particulières qui forment en particulier des micelles en suspension dans l'eau et qui emportent la saleté. Ce sont donc la formation de ces micelles qui est caractéristique de la puissance de votre détergent. Plus le détergent forme une micelle avec une faible concentration, plus faible la concentration micellaire critique, plus efficace est votre détergent. Et les détergents les plus efficaces dont on dispose aujourd'hui ne sont pas les détergents que vous vendez dans le commerce en grande quantité, 95% des détergents qui sont issus du pétrole, parce que les détergents issus du pétrole ont une tout petit pôle hydrophile, c'est-à-dire que pour faire une micelle, il faut beaucoup de molécules. Alors que les détergents qui sont issus des bactéries, parce qu'elles en font bien avant qu'on ait inventé nos détergents, elles en avaient elles-mêmes pour leur propre survie dans un biofilm, eh bien ces détergents qu'on appelle biosourcés ou probiotiques ont l'avantage d'avoir des molécules hydrophiles beaucoup plus grosses, donc d'être beaucoup plus efficaces, environ 5 à 20 fois plus efficaces pour une concentration micellaire critique. Et sont beaucoup plus biodégradables parce que leur chaîne grasse, elle, la partie hydrophobe, est beaucoup plus courte que celle des détergents chimiques. De plus, l'utilisation de ces détergents dans des hôpitaux dans lesquels ça a été testé, alors il y a des grands pays qui se sont mis à ce mode de détergence dans les hôpitaux, a l'avantage d'introduire avec le détergent la bactérie qui l'a produite, qui est un gram positif non pathogène, qui s'installe dans le milieu, sur les surfaces, et qui prend la place, de façon globale et définitive, du moins durable, des bactéries gram négatifs, et donc des bactéries surtout que l'on ne veut pas ou que l'on ne connaît pas, parce que quand on a détergé et désinfecté un milieu, on ne sait pas ce qui va revenir le contaminer. Vous avez vu que c'est en moins de 2 heures qu'une nouvelle flore s'installe. Donc, plutôt que de laisser s'installer n'importe quelle flore qu'on ne maîtrise pas, en particulier des flores pathogènes ou des flores résistantes, eh bien, il y a des établissements, il y a des États, il y a des pays qui ont choisi de coloniser volontairement le milieu avec des bactéries non pathogènes qui s'opposent, qui sont en opposition, en compétition avec des bactéries gram négatifs. Ce mécanisme est connu depuis Pasteur, s'appelait l'antibiose de Pasteur. Et grâce, en tout cas, avec cette efficacité, en tout cas, démontrée en Italie, là, sur le taux d'infection nosocomiale dans l'établissement qui utilise ce mode de produit, ce type de produit, on voit une diminution des infections nosocomiales, bien sûr, le plus souvent à gram négatif.
Voilà, alors, je vous ai expliqué tout cela et maintenant j'en arrive très vite aux méthodes que l'on peut utiliser. La microfibre sans produit, je vous le détaille. Là, cette plaque qui était le résultat d'un travail remarquable de mémoire de diplôme d'hygiène montre qu'il y a une efficacité comparable, je dis bien comparable en termes de résultats bactériens, selon qu'on utilise une microfibre simplement imprégnée d'eau pour faire un nettoyage de surface et en dessous une lingette non microfibre imprégnée de détergent désinfectant. On a le même résultat sur la réduction bactérienne présente sur la surface. C'est un travail remarquable que vous pourrez travailler. Le mécanisme d'action de microfibre est bien connu, il est mixte, il est à la fois mécanique et électrostatique. Et puis, il y a bien sûr tous les outils que l'on peut utiliser en nettoyage mécanisé, cette fois, qui sont très indispensables lorsque les surfaces augmentent. Donc, je ne vous les détaille pas, mais je vous laisserai les diapos, bien sûr, pour que vous puissiez regarder. Enfin, la vapeur qui explore la partie chaleur du cercle de Sinner. Comme vous le voyez ici à gauche sur cette image, un sol qui a plus de 30 ans, c'est celui de notre hôpital, qui a toujours été nettoyé sans produit. Et vous voyez son état, alors c'est l'endroit le plus passant de l'hôpital, sans aucun doute. Vous voyez que son état peut être conservé à neuf, et c'est l'objectif du nettoyage, c'est de maintenir l'état neuf de la surface. C'est ça l'objectif. Et ça devrait être l'objectif aussi pour les WC, ça devrait être l'objectif pour la totalité du nettoyage. L'intérêt de l'entretien, c'est bien entretenir au même état que d'origine une surface, un produit, un matériel, un moteur, tout ce que vous voulez. C'est l'objectif de l'entretien, c'est de ne pas le voir se dégrader. Donc c'est le maintenir à l'état neuf. Dites bien ça, on veut le voir comme s'il était neuf. C'est comme ça qu'on a un bon résultat. Et c'est visuel. Alors j'en arrive au guide qui va apparaître sur le guide de l'éco-nettoyage et je remercie l'ARS ainsi que l'équipe coordonnée par Claude Bernet, les deux CEPIAS, ARA et PACA, qui ont rédigé ensemble ce guide de l'éco-nettoyage qui va donc, je ne vais pas vous le détailler parce que sinon vous n'aurez pas envie de le lire. Donc je préfère vous le présenter un peu publicitairement pour que vous ayez envie de le lire. Il va sortir. Il est sous presse, on en est au dernier jugement, si vous voulez. Il sera disponible sur le site de l'ARS, ARA. Et donc, il comporte d'abord un support théorique. C'est pas là-dessus qu'il faut vous précipiter. Si vous avez envie d'être abreuvé par des notions techniques, vous lirez d'abord la partie pratique et technique. Mais il y a un support théorique qui est indispensable, qui est assez agréable à lire grâce à la plume d'Olivier Beau qui nous a fait d'excellents dessins, qui parle de la microbiologie des surfaces, du rôle du biofilm, du lien entre antibiotiques résistance et désinfectants, de la contamination des siphons, il y a un article spécifique là-dessus, de la méthode no-touch, c'est-à-dire des méthodes qui existent, vous savez, ultraviolet et autres méthodes qui ne comportent pas d'action mécanique. Je mets un gros bémol dessus, sans action mécanique, je ne pense pas qu'on puisse faire un nettoyage, mais ça peut être complémentaire, bien sûr, d'un nettoyage par action mécanique. Et donc, c'est de la science qui est expliquée de façon assez claire et par des illustrations très originales. Il y a des aspects pratiques qui sont très largement traités, les aspects pratiques du nettoyage, avec des tableaux clairs, des illustrations et des photos bien faites, je pense. Et puis, un stop aux idées reçues sous la forme de vrai-faux, qu'on vous propose quelquefois, les idées qui viennent, toutes reçues. Donc, il y a une espèce de détrompeur là, qui peut être utile, un chapitre entier là-dessus. Un guide des produits à utiliser et utiliser, un guide clair, des types de produits, des matériels et des méthodes, et des tableaux et des illustrations. Il y a également un guide pratique, cette fois pour l'usage des produits. Non seulement il faut les décrire, mais leur donner l'usage raisonné qu'ils méritent. On n'est pas, je ne suis pas du tout opposé à l'idée d'utiliser des désinfectants, loin de moi, bien sûr, mais savoir les utiliser à bon escient au bon moment, c'est ça qui est important, à mon avis, dans notre métier. Et puis des connaissances plus techniques, parce qu'on a eu la chance d'être appuyé également par le CTTN, l'établissement technique industriel national dans le domaine des textiles et de l'entretien, qui est basé près de Lyon, et qui connaît parfaitement bien les aspects techniques du nettoyage. Or, c'est un petit peu ce qui manquait dans les guides faits par que des hygiénistes. Il nous manquait l'aspect plus technique. Donc, grâce à cette participation, on a des connaissances et un aperçu beaucoup plus technique des appareils et des méthodes. Et puis, on a introduit notre méthode d'évaluation de la propreté qui n'est pas du tout bactérienne, en tout cas dans la routine, si vous voulez, hors épidémie. C'est plutôt de la méthode visuelle. Comme je vous l'ai dit, maintenir l'état de propreté à l'état neuf, visuellement propre. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, la trace, on la voit. On voit les gouttelettes s'échapper des endroits à risque. Après, on le démontre peut-être d'une façon ou d'une autre. On peut le démontrer par la bactériologie, le résultat de la bactério, mais on peut aussi le démontrer de façon très visuelle avec des méthodes d'évaluation de la propreté qui sont tout à fait reconnues pour le nettoyage. Et puis des annexes qui sont assez complètes et intéressantes, des tableaux classés par type de produit, par exemple, une petite annexe sur l'utilisation du vinaigre d'alcool, parce que c'est un des moyens d'utiliser un détartrant très efficace, dans certains cas pour nettoyer.
Sachez simplement qu'il n'est pas actif sur le SARS-CoV. Je vous dis tout de suite, hein, les acides ne sont pas actifs, ou alors il faut qu'ils soient très enfin très bas pH. Et puis la description des principaux écolabels. On parle des labels. Là, c'est valable bien sûr pour les détergents. Hein. Pour les désinfectants, il y en a très peu, essentiellement ceux à base d'acide lactique, par exemple, qui peuvent avoir un écolabel parce qu'ils sont d'origine biologique et parce qu'ils ont une biodégradation meilleure que les autres désinfectants. Et enfin, les annexes concernant, parce qu'on est dans le développement durable, il faut principalement s'occuper aujourd'hui de la professionnalisation de la fonction. On vous a bien dit l'importance que ça pouvait avoir de bien faire le nettoyage, de bien connaître ce métier, de bien connaître ses principes, son application et aussi de bien l'encadrer. Et la difficulté qu'on a pu avoir et qu'on observe dans les hôpitaux, c'est que ce métier n'est plus spécialisé, n'apparaît plus dans les métiers hospitaliers. Du coup, il est sous-traité. Encore faut-il qu'il soit sous-traité à des gens qui ont la formation, en particulier des agents, hein, enfin des personnels de nettoyage. Or, le niveau de formation de ces personnels n'est pas en général celui qu'on attendrait de notre spécificité d'hôpital et de milieu à risque particulier pour les patients. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faut relancer la stratégie de formation professionnelle. Sachez par exemple qu'au Canada, pour pouvoir faire le ménage dans un hôpital, on a 500 heures de formation et un patronage par un ancien du métier. Donc c'est pour vous dire que ça correspond à peu près à un CAP, si vous voulez, en termes de durée. C'est pas rien non plus de pouvoir le faire. Voilà, j'ai presque terminé. Je conclue sur l'utilisation raisonnée des désinfectants qui contribuent à préserver à la fois l'efficacité des antibiotiques, la biodiversité, mais aussi la santé. Dans le cadre du One Health, une seule santé pour l'ensemble du monde entier, de la biosphère, si vous voulez. Il faut également adapter, malgré tout, les procédures d'entretien lorsqu'on est en situation épidémique. Et donc, on n'aura pas le même nettoyage, on n'aura pas les mêmes produits, on n'aura pas les mêmes méthodes quand on lutte contre une épidémie. Je vous remercie de votre écoute et je vous passe la parole pour les questions.